Bonjour à tous, il est 17h, je vous propose de commencer. Tout le monde est là. Euh, donc, bienvenue à ce webinaire qui a été organisé conjointement par l'ISARA et par Demeter. Et donc, le titre de ce webinaire d'actualité, c'est Covid-19, conséquences stratégiques sur l'agriculture, l'alimentation et les échanges. Donc, pour traiter ce sujet, nous avons autour de la table, si on peut parler de table, on va dire autour de la toile plutôt, quatre intervenants. Donc, je vais les présenter très rapidement, mais bon, chacun pourra profiter de sa première prise de parole pour compléter cette présentation que je vais faire tout de suite. Donc, nous avons avec nous deux intervenants qui sont des professionnels du secteur agroalimentaire et deux autres intervenants qui sont des chercheurs ou du moins des chargés d'études et de recherche qui auront un regard un peu différent sur toutes ces questions qui touchent au Covid-19. Donc, pour le côté des intervenants que je vais appeler professionnels, nous avons Frédéric Chausson, qui est directeur des affaires publiques et des relations extérieures à la coopérative Sodial. Nous avons aussi François-Claude Cholat, qui est président de la Maison Cholat, qui est une entreprise familiale que vous présenterez aussi tout à l'heure en quelques mots. Donc, je vous remercie d'avoir pu vous rendre disponible pour ce webinaire. Et avec vous deux, Carole Chazoul, qui est socio-économiste, enseignante-chercheur à l'ISAR à Lyon, qui est aussi en charge de l'équipe d'enseignants-chercheurs en sciences sociales rattachée au laboratoire d'études rurales, et Mathieu Brun, qui est responsable des études et des partenariats académiques à Demeter, et qui est chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Donc voilà, donc merci à tous les quatre. Donc avant de vous laisser la parole et de traiter toutes les questions, les nombreuses questions qu'on a à poser, simplement vous dire que nous sommes très heureux d'organiser ce webinaire. Vous signaler qu'il y avait hier 299 inscrits à cette conférence, donc ce qui montre l'intérêt très important sur ces questions-là. Et donc, parmi ces inscrits, nous avons des étudiants d'ISARA, des salariés et aussi d'autres professionnels de l'agroalimentaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce moment qu'on va passer ensemble, qui va se terminer à 18h30, on va essayer de tenir le timing, il va se dérouler en 3 moments. Donc, un premier moment pendant lequel chacun des intervenants pourra faire un retour d'expérience sur les difficultés et les solutions qui ont pu être trouvées pour faire face à cette crise qui est arrivée de façon très inattendue et à laquelle il a fallu s'adapter. Le deuxième moment sera un moment un peu plus prospectif. Comment imaginer l'influence et les impacts de cette crise sur ce qu'on appelle communément le monde d'après. Et le troisième moment sera un moment d'échange, questions-réponses avec l'ensemble des participants qui sont là avec nous. Donc, Perrine, tout à l'heure, j'en profite pour la remercier parce que c'est elle qui est derrière toute la mise en place technique. Elle sera là pour éventuellement faire remonter des questions que vous pouvez poser dès maintenant sur le forum de discussion publique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent. Et si vous voulez dire en 3 mots qui vous êtes, peut-être que ça permettra aussi de mieux recontextualiser qui pose les questions. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer le premier moment, sur un peu le retour d'expérience et comment la crise du Covid-19 qui est apparue en Chine d'abord et qui ensuite a diffusé sur l'ensemble des pays, et la France a évidemment été elle aussi touchée, comment nous avons pu faire face au sein des entreprises et comment, par ailleurs, aussi au sein des collectivités territoriales, chaque acteur qui participe aux systèmes alimentaires a pu mettre en place des solutions pour gérer cette crise qui a révélé beaucoup de choses, et notamment pour le secteur agricole et agroalimentaire, différents défis et différentes difficultés qu'il a fallu surmonter.
Et cette crise a rappelé l'aspect stratégique et important de l'alimentation et de tout le secteur agroalimentaire. Et ça a aussi interrogé des questions d'ordre d'échange au niveau international, de relations entre les différents pays, alors avec la santé évidemment sur le Covid, mais aussi avec des questions autour des craintes qu'on a pu voir au début notamment de cette crise, autour de certaines pénuries de denrées alimentaires qu'on a pu observer et dont les médias se sont fait l'écho. Donc, par rapport à toutes ces questions-là, ben, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par les témoignages de ceux qui ont été en première ligne par rapport à ces questions de, ben, de- d'approvisionnement alimentaire. Donc, je vous propose de commencer par vous, Monsieur Chola, en présentant votre activité très rapidement et puis en nous disant comment votre entreprise, par rapport à la crise, au confinement et aussi au changement de consommation qu'on a pu voir de la part des Français qui ont bousculé pas mal de choses. Comment vous avez pu faire face à cette donnée nouvelle et notamment à des pénuries comme on a pu voir des pénuries de farine dans certains rayons, de pâtes. Donc voilà, comment vous avez pu faire face et comment vous pouvez, pour nous tous, expliquer les raisons de ces pénuries. Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Donc, François-Claude Chola, j'ai la chance de diriger avec mon frère, et je suis la 5e génération de l'entreprise Maison François Chola. La 6e génération arrive avec mon neveu, ma nièce et mon fils à l'intérieur de l'entreprise. Notre activité tourne autour des céréales. C'est l'activité collecte de céréales, tout ce qui est approvisionnement aux agriculteurs, toute la meunerie, fabrication de la farine et la nutrition animale pour tous les animaux de ferme, plus les animaux domestiques, mais en revente. Ce que je voulais dire, c'est que la filière céréalière a parfaitement joué son rôle, aussi bien en France sur le marché français que sur les marchés locaux, où on a pu alimenter en permanence tous les besoins des personnes, en sachant que la première semaine du confinement, c'était le double des ventes à mettre en place. Ça s'est calmé après derrière, mais on a pu réussir à alimenter tout ce marché-là. Mais il ne faut pas oublier aussi ce que la France a fait, c'est le marché export. Il était important aussi d'alimenter le marché export pour éviter les pénuries dans des pays forts consommateurs de céréales qui n'en ont pas. Donc, c'était important de démontrer que l'agriculture française et la filière céréalière a pu faire face à l'ensemble des demandes sur le marché agricole. Au niveau de la farine, on a parlé de sachets, de pénurie de sachets farine. Je tiens à préciser que c'est 5% du marché de la farine, des sachets kilos. Donc, il n'y a pas eu de pénurie de farine, il y a eu de pénurie de sachets kilos. Et 50% du marché est réalisé par des gens, la farine qui vient de l'extérieur de la France. Puisqu'on a un peu détruit l'outil industriel de l'ensachage avec des prix toujours plus bas, qui fait que 50% vient surtout d'Allemagne. Et comme il y a une demande mondiale de sachets farine, donc tous les gens qui exportaient, les Allemands qui exportaient en France, ils ont gardé leurs produits et on n'a pas pu alimenter correctement les sachets farine. En ce qui nous concerne, on n'est pas sur ce marché-là ou très peu. Donc, on a alimenté l'ensemble de nos boulangers et des magasins de producteurs en priorité, des gens qui nous font confiance habituellement. Et on a alimenté aussi, mais en sac de 25 kilos, et les gens se sont un peu débrouillés à découper les sacs. Donc, l'organisation de l'entreprise qu'on a mis en place rapidement, suite à une demande aussi des clients qui ne souhaitaient pas forcément rencontrer les techniciens ou les vendeurs pour éviter des contaminations. Donc, on a mis au chômage partiel l'ensemble des équipes commerciales, des gens qui n'étaient pas nécessaires immédiatement à l'exploitation de l'entreprise, et on a vraiment fait tourner toute la chaîne de production, de préparation de commandes et chaîne logistique, plus la partie administrative avec des locaux séparés, avec des mesures de sécurité, de distanciation sociale qui étaient très fortes à ce moment-là. Et là, je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui est resté, qui s'est mis en place, ceux qui sont aussi restés chez eux parce qu'ils étaient en deuxième ligne. Et la deuxième ligne a été nécessaire à un moment donné lorsque des gens sont tombés malades ou ont dû quitter leur poste de travail pour garde d'enfants. Et là, vous avez des commerciaux qui sont venus aux parties logistiques pour faire les choses. Donc, la partie dessus. Et ce que j'ai pu entendre de partout dans la profession, en nutrition animale, en meunerie, c'est que tout le monde a procédé de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les chaînes logistiques ont fonctionné. Je n'ai pas entendu d'usine arrêtée dans la démarche et c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné.
Donc, on avait les équipes de remplacement qui étaient prêtes. On a fait un plan de continuation d'activité pour permettre à l'entreprise de fonctionner et de continuer à alimenter. Et on a eu un vrai sens du devoir de l'ensemble du personnel et des entreprises alimentaires d'alimenter le marché, de ne pas jouer la pénurie, ni les augmentations de prix sur ce dossier-là. En ce qui concerne le changement de la demande, on a constaté que les gens consommaient moins de pain pendant cette période-là, achetaient des choses salées, du pain de mie ou fabriquaient eux-mêmes leur pain, d'où la pénurie de farine en sachet kilo. Puisque les machines à pain, je crois, ont eu plus de 400% de demande. Donc là, il y a eu une baisse de consommation de pain et aussi une baisse importante de consommation de pâtisserie et de produits de traiteurs chez les boulangers, qui fait qu'ils ont perdu une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur les parties traiteurs parce que les gens n'étaient pas au travail et pâtisserie. Les pratiques de consommation, on espère simplement que nos clients vont retrouver l'activité qu'ils avaient avant, que les consommateurs vont peut-être avoir envie de changer de pain que celui qu'ils produisent eux-mêmes aujourd'hui et regoûter au bon pain que l'on fait dans nos bonnes boulangeries artisanales, sachant qu'on a quand même une offre importante de farine locale, donc des pains locaux aujourd'hui avec une gamme extrêmement importante dessus. Et puis, on pense qu'aussi la pâtisserie, les gens vont revenir à se refaire plaisir à un moment donné dès que tout le Covid sera un peu terminé. Et je pense quand même que le marché va évoluer. Les gens ont goûté quand même aux produits locaux, ont pu voir que l'agriculture avait un vrai rôle à jouer, un beau rôle à jouer avec des bons produits, un contact humain qui était important, même s'il était à une certaine distance. Et donc, on voit sur les magasins de producteurs, il y a eu vraiment une belle embellie qui continue aujourd'hui, pas aussi forte, mais donc on pense qu'il y a une partie du marché qui va rester quand même chez ces producteurs. Aujourd'hui, on pense qu'ils vont revenir, et je l'espère, qu'ils vont revenir au niveau de nos boulangeries artisanales. Ok, merci pour cette réponse qui est complète. Alors peut-être pour approfondir certains éléments, vous avez évoqué au début qu'il y a eu une coordination hein, sur les marchés pour pouvoir éviter la pénurie, bon, à part sur les sachets de 1 kilo, comme vous l'avez expliqué. Cette coordination au sein des professionnels de la filière, comment elle s'est faite? Est-ce que ça a été facile à mettre en place ou avec des structures qui existent déjà d'échange ou il a fallu reconstruire des formes de coopération entre vous? Il y a eu déjà instinctivement, toutes les entreprises ont eu la même démarche, de se dire on a un devoir, il faut alimenter les marchés aujourd'hui, il ne faut pas qu'on joue à la pénurie. Et l'autre chose, c'est que nos syndicats professionnels, le syndicat de la meunerie, le syndicat de la nutrition animale, le syndicat du négoce dont on fait partie, on avait des réunions toutes les semaines sur les problématiques qu'on pouvait rencontrer pour nous aider s'il y avait des choses, pour connaître bien la loi, savoir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire dans la démarche, mais instinctivement, c'est notre rôle, c'est notre mission, et les gens l'ont bien compris au niveau de l'entreprise. Je n'ai pas eu besoin de faire des grandes réunions au niveau des chauffeurs pour que tout le monde aille bien au travail, mais fasse très attention à ce qu'ils faisaient aussi. Donc, je pense, la filière agricole, la filière, même les agriculteurs, tout le monde a bien conscience du rôle qu'ils avaient à jouer. Ils l'ont joué sans qu'on ait trop à faire de réunions pour savoir qui faisait quoi. Ok. Bon, merci pour ces réponses. Alors, peut-être que si je passe à Monsieur Chausson pour avoir un éclairage différent par rapport à la filière laitière, donc du côté de Sodial, comment finalement la pandémie a impacté les coopérants, hein, les agriculteurs, et puis aussi l'activité de collecte de la coopérative, et quelle est la réponse que Sodial a pu mettre en place pour essayer de pallier à cette situation? Ok, merci beaucoup. Merci pour votre invitation tout d'abord. Et puis mes excuses pour la mauvaise image de ma caméra. J'ai un problème de connexion. Juste en quelques mots, peut-être rappeler, avant de répondre à votre question, les grandes masses de Sodial. C'est une coopérative donc pratiquement exclusivement spécialisée dans le lait et les produits laitiers. C'est 5 milliards de litres de lait collectés, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on fait pratiquement tous les produits laitiers, donc du lait de consommation, du beurre, de la crème, des yaourts, du fromage, des ingrédients laitiers et de la nutrition infantile.
et je dis pratiquement exclusivement dédié au lait, puisqu'on a une activité de traiteur avec une filiale qui s'appelle Boncolac et Monsieur Chola l'a dit tout à l'heure, l'activité traiteur a été et toujours d'ailleurs extrêmement sinistrée dans le contexte actuel du Covid. Alors, comment ça s'est passé au niveau de Sodial ou comment ça se passe puisqu'on est encore dans la crise Covid? La façon dont on a géré les choses, en fait, il y avait trois priorités quand la crise s'est déclarée à la mi-mars. La première des priorités pour tout le monde, je pense, c'était pareil, c'était de sauvegarder la santé de nos collaborateurs, ce qui était extrêmement important. On a eu assez peu de cas de maladies dans les 10 000 salariés de Sodial. Un cas était vraiment très sérieux et on a craint pendant au moins 2 ou 3 semaines la contamination, un cluster un peu comme ce qui se passe dans les abattoirs aujourd'hui, dans des grosses usines, ce qui aurait été un gros problème. Et ce cas de figure s'est pas produit ni chez Sodial, ni à ma connaissance chez nos collègues de l'industrie laitière. Donc ça a fait que l'ensemble du lait des producteurs a pu être collecté à cette période-là, alors que on arrivait au pic de collecte. Hein. Le pic de collecte traditionnellement est atteint en avril ou voire tout début mai, et donc ça a été globalement plutôt bien géré de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la première priorité, était donc la priorité de la santé de nos collaborateurs. La deuxième priorité était de nourrir les gens, basiquement. Et là aussi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Chola. Nos salariés ont vraiment été admirables, on peut dire ça comme ça. L'entreprise a changé de pied extrêmement rapidement. Dans les usines, il y a eu une vraie mobilisation. Chez les chauffeurs, il y a eu une vraie mobilisation. Ce qui fait que les usines ont tourné en 3-8, 7 jours sur 7 pour un certain nombre de produits, de façon, encore une fois, admirable. Et donc ça, je tire vraiment un coup de chapeau à l'ensemble des équipes qui ont pu faire tourner la machine Sodial dans cette période-là. Et hors des usines, si vous voulez, on est 10 000 salariés à peu près. Il y en a, sur ces 10 000 salariés, il y en a à peu près 7 500 qui travaillent dans les usines. Le reste, donc, travaille plutôt dans ce qu'on appelle le back-office ou le marketing et le commerce. Et ces équipes de back-office ou de marketing commerce ont très rapidement basculé en télétravail, ce qui était très nouveau aussi pour une entreprise comme Sodial. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, santé des salariés, continuité du business, j'y reviendrai sur les effets positifs et négatifs de cette continuité. Et puis, le dernier point, c'était la pérennité de la coopérative, hein, pérennité de l'entreprise. On vit quand même un truc de dingue, hein, quand même. On a aujourd'hui la moitié de l'activité économique en France qui n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc, pour nous, c'était vraiment, et c'est toujours vraiment très important de maintenir la coopérative pérenne, de s'assurer qu'elle est suffisamment solide pour pouvoir encaisser cette crise très importante. Et donc, c'est notre troisième souci constant qu'on a au niveau du management de Sodial, tout le temps en tête. Alors donc ça, c'est la façon dont le mois d'avril et le mois de, on va dire, la mi-mars et avril s'est passé. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair. Les choses se sont un peu calmées par rapport à la période folle, hein, qu'on a vécue essentiellement deuxième quinzaine de mars et première quinzaine d'avril. Et donc, on commence à y voir un peu plus clair sur les conséquences de tout ce choc. Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que dans notre activité en grande et moyenne surface, pour le lait, le beurre, la crème et le fromage râpé, ça a très bien marché. Par exemple, pour le lait, mars-avril, c'est plus 30%. Le beurre, c'est à peu près pareil. La crème, c'est à peu près pareil. Et le fromage râpé, c'est un petit peu moins, mais c'est dans ces ordres de grandeur-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est revenu à des niveaux plus normaux, mais en tout cas, ça a très très bien marché et ça a posé pas mal de problèmes logistiques sur lesquels je reviendrai peut-être. Donc ça, c'est bien.
C'est les côtés positifs, et Dieu merci, on peut s'appuyer sur ces canaux-là qui sont aujourd'hui, qui continuent de marcher de façon positive pour nous. En revanche, il y a des points négatifs. On est des très gros opérateurs de fromage AOP. Donc, on est les premiers opérateurs du fromage AOP dans les Pyrénées, en Auvergne, dans l'Est. Et là, ça a été catastrophique. Vraiment, le terme est faible, hein. Les gens se sont arrêtés de manger du fromage AOP. On est des gros opérateurs de fromage AOP, pas mal dans ce qu'on appelle le food service, c'est-à-dire donc les bars, les restaurants, les cantines, etc., etc. Donc tout ça c'est effondré. Les AOP à la coupe dans les supermarchés se sont pas vendus. Les gens achetaient pas, faisaient pas la queue pour attendre du fromage à la coupe. Donc ça, c'est une très grosse perte pour nous. Ça sera une perte supérieure à 10 millions d'euros très certainement sur cet aspect-là, rien que du fromage AOP. Et donc, c'est un vrai sujet qui est devant nous. Dans la série des mauvaises nouvelles aussi, on est à des opérateurs importants sur tout ce qui est donc food service, donc restauration hors foyer, bar, restaurant, cantine, restaurant d'entreprise. Et là, par exemple, on a beaucoup de business sur la crème dans ce secteur-là. Et là, c'est pareil, c'est du moins 60, moins 70%, donc c'est très, 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 très dur. Et donc, c'est un effet négatif très important. Dernier effet négatif, qui est plus gênant pour nous, j'ai envie de dire le positif que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire lait, beurre, crème, fromage râpé en GMS, et la catastrophe dans les AOP et le secteur. Ah, on vous a perdu, Monsieur Chausson. Activité. Ah, ça y est. Ok, c'est bon, vous êtes revenu. Vous m'entendez, vous? C'est bon, Voilà. c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ce qui est compliqué pour nous, c'est que on a une grosse activité d'export en Chine, donc de nutrition infantile et d'ingrédients qu'on exporte en Chine. Et on a dit assez rapidement que la Chine repartait, on va dire début avril. Et même les chiffres d'export de la Chine ont été plutôt bons au premier trimestre, puisque c'était les commandes de la fin de l'année dernière. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la Chine repart très doucement sur nos activités. C'est essentiellement donc des boîtes de poudre de lait infantile, des ingrédients laitiers et aussi de la crème pour le food service. Et donc ça, c'est beaucoup plus gênant puisque c'est un impact qui est très lourd pour la coopérative. Donc voilà, si je fais le bilan du négatif et du positif et du négatif, aujourd'hui, on est, je ne cache pas, dans une situation quand même assez dure. L'année va être difficile, même pour un groupe qui, encore une fois, est passé à la télé avec des briques de lait ou du beurre et de la crème qui se vendaient de façon folle en mars-avril. Ça a effectivement existé, ça a effectivement des impacts positifs, mais sur l'ensemble d'un business comme Sodial, la crise Covid va avoir des impacts très, très importants. Et merci pour cette réponse. Alors, j'ai peut-être un petit complément sur l'aspect négatif dont vous avez parlé. Donc, on comprend que l'arrêt de l'activité de restauration, cantine, restauration collective, restaurant privé a pas mal impacté vos débouchés. Est-ce qu'il y a eu un changement stratégique sur ces produits qui ne se vendaient plus, par exemple pour les produire en poudre de lait pour pouvoir les stocker? Enfin, est-ce qu'il y a eu des aménagements stratégiques au niveau de la production pour essayer d'anticiper ces modifications de demande sur les marchés? Voilà, alors il y a plusieurs niveaux de réponse à votre question. Par exemple, typiquement sur les AOP, je parle du Saint-Nectaire, du Cantal, du Brimo, des choses de cette nature-là. Quand le marché s'est effondré, on a beaucoup discuté avec les grands distributeurs. On a la chance d'avoir une interprofession complète où la grande distribution vient de rentrer dans l'interprofession, donc c'était assez utile pour pouvoir discuter avec eux. Et par exemple, ils ont élargi leur assortiment en drive aux AOP, ce qui n'existait pas auparavant.
Et vous le savez, le drive a très très bien marché en GMS, et donc ça, c'était quelque chose de très positif. Ça n'a pas, comment dire, annulé toutes les pertes de volume qu'on pouvait avoir par ailleurs, mais voilà, il y a eu une mobilisation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que nous, notre métier, c'est quand on a un débouché qui est moins bon qu'un autre, notre métier, c'est de rebasculer le lait de nos adhérents d'une production à une autre en permanence. On fait ça tous les jours. On fait tourner notre outil à l'optimum tous les jours. Et donc, on a pu rebasculer le lait qu'on mettait classiquement dans les AOP, dans d'autres fabrications. Alors, ça peut être du lait de consommation, ça peut être de la poudre, enfin, ça peut être du fromage, autre. Et donc, on a fait ça. Et comme je le disais un peu dans mon préambule, notre grande fierté, c'est que ça a fonctionné et qu'on n'a pas jeté de lait en France, ou alors de façon très marginale. En tout cas, chez Sodial, on n'en a pas jeté. Et donc, ça veut dire que l'industrie a su s'adapter à ce changement de marché qui a été extrêmement, extrêmement violent. Et donc, c'est une grande fierté pour nous tous. Ok. Il y a une question qui a été posée là sur le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la baisse des volumes des fromages AOP. Est-ce que vous avez des quantités ou du moins quelques données quantitatives pour nous expliquer combien ça représente ou pas du tout? Bon, en termes quantitatifs, c'est un peu tôt pour le savoir parce qu'en fait, on a tout ce qu'on n'a pas mis dans les rayons, on l'a mis en stock. Et donc, aujourd'hui, le devenir de ces stocks, on n'est pas encore tout à fait certain. Est-ce qu'on pourra les réutiliser ou pas? Ça encore, on n'est pas encore tout à fait clair là-dessus. Mais enfin, en ordre de grandeur, sur les mois de mars et avril, en termes de volume, c'est moins 60% sur ces mois-là. Ce qui représente pour un business comme le nôtre en AOP entre 1500 et 2000 tonnes de fromage qui n'ont pas été vendus. Et donc ça a des conséquences qui sont très, très importantes, dans le sens où il y a des stocks donc, qui potentiellement sont à risque. Peut-être potentiellement du brie de Meaux, ça se conserve quand même pas énormément. Des usines qui tournent pas, donc on a fermé un certain nombre d'usines. Voilà, donc avec effectivement des mesures de chômage partiel qui ont permis d'amortir un petit peu le choc, mais néanmoins, quand les usines sont fermées, il faut quand même payer les charges fixes de ces usines, donc c'est beaucoup d'argent. Et puis, il y a un manque à gagner qui est très important. Donc, la perte globale, on l'estime à plus d'une dizaine de millions d'euros sur un business qui, chez nous, en AOP, n'est pas extrêmement profitable, hein. D'habitude, ça gagne, ça gagne de l'ordre de 5 millions d'euros, ce business-là. Donc, voilà, c'est une perte qui est très, très, très significative. J'ai des éléments, si vous voulez, pour Oui. les chiffres en Haute-Savoie, puisqu'ils ont connu l'arrêt des stations d'un seul coup. Et là, c'est pareil. Donc, toutes les AOP de Savoie, ils annonçaient 80% de baisse tout de suite, immédiatement. Donc, ils ont trouvé des solutions de communication pour vendre du reblochon toute l'année ou du Beaufort. Mais ça a eu un impact extrêmement important et une baisse importante au-dessus. Nous, en ce qui nous concerne, il a été demandé, beaucoup, les laiteries ont demandé aux éleveurs de produire moins de lait parce qu'il y avait un problème de consommation. Donc, tout le monde a joué le jeu pour trouver des solutions pour produire moins de lait dans ces périodes plus difficiles avant que ça reparte, quoi. Donc, on a des conséquences aussi là-dessus. Alors, les conséquences sont plus embêtantes pour nos clients que pour nous, l'entreprise Maison François Cholat, parce c'est pas le souci pour nous, mais ça peut être inquiétant pour l'ensemble des agriculteurs. Ok, merci pour ce complément. Alors, attendez, on a Mathieu Brun que je voulais interroger juste après a disparu. Je vais peut-être passer la parole à Carole en attendant qu'il réapparaisse. Donc, Carole Chazoul. Donc, après ce qui vient d'être raconté, bon, on a vu qu'il y a l'attitude des consommateurs qui a pu évoluer et puis de gros acteurs des systèmes alimentaires, notamment la restauration privée, restauration collective, qui n'étaient plus en mesure d'assurer leur activité. On a
parmi ces restaurations, la restauration collective qui est assurée et qui est gérée par les collectivités territoriales. Donc, est-ce que, alors j'allais dire vous, tu, je sais pas comment dire, je vais te tutoyer, Carole, on se connaît Oui, assez je bien. crois que c'est mieux. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur comment bah, les acteurs publics ont essayé de compenser cet arrêt de la restauration? Oui, alors, déjà, enfin, moi, ce que je vais réagir un petit peu à ce que vous avez, dit, enfin, ce qui a été dit au début du webinaire, notamment sur cette question, effectivement, des AOP qui me semble complètement aller, enfin, être en lien avec, ben, l'arrêt, hein, de tout le secteur, touristique et tout le secteur, de la restauration, qu'elle soit, collective ou commerciale et alors ça, c'est un point et l'autre point, évidemment, avec, ben, finalement, peut-être la peur des consommateurs d'aller, dans les grandes surfaces, d'aller, dans les rayons à la coupe et d'aller chercher, bah, des produits, d'être obligé d'attendre, voilà. Donc, dans une période qui était quand même assez anxiogène en termes, au niveau de la maladie. Cet arrêt effectivement de ce secteur, il a forcément eu des impacts au niveau des territoires et il a obligé les collectivités territoriales à chercher des solutions. Parce que, bah, c'est des milliers de restaurants, sur Lyon, sur Grenoble, enfin dans les grandes villes. C'est, tout l'arrêt de la restauration, soit scolaire, qui a été, enfin soit au niveau des départements, des métropoles, des régions, qui a été effectivement, important parce que dans ces restaurations, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de circuits locaux qui s'étaient, développés ces dernières années. Depuis à peu près 2014, hein, il y a eu une grosse structuration autour, bah, de filières locales et ces filières, bah, d'un coup, ces agriculteurs sur le territoire, ils se sont retrouvés, de la même façon en grande difficulté parce que les circuits qui étaient les leurs, fonctionnaient plus. Donc, à ce moment-là, ben, moi, j'ai un peu discuté essentiellement avec, des gens de la métropole, lyonnaise ou avec, des gens du pôle agroalimentaire de l'ISA pour, bah, déjà parce que je travaille avec eux et puis pour savoir un peu ce qui se passait, comment est-ce qu'ils pouvaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer comme solution et globalement, on peut dire qu'on voit apparaître entre 2 et 3 modalités d'action principales. La première, c'est effectivement une modalité autour de réorganiser des rencontres et réorienter les débouchés. Il y a eu quand même beaucoup de travail qui ont été faits là-dessus, autour de la mise en place de plateformes, autour de l'identification de points de vente, autour, de la mise en place, bah, de nouveaux débouchés, du travail par ces collectivités aussi pour recréer du lien entre les agriculteurs d'un territoire et des GMS qui pouvaient être en recherche, de produits locaux et je pense que tout ce travail-là, en fait, va avoir un impact, sur la suite pour les consommateurs. Parce que les consommateurs, effectivement, eux, aujourd'hui, ils ont appris des choses qu'ils connaissaient pas forcément parce qu'on leur a mis à disposition des outils, pour aller chercher des produits locaux. On leur a expliqué comment faire et peut-être que ces choses-là, qui a été un apprentissage, va, continuer. Donc ça a été la première modalité d'action. La deuxième, ça a été au niveau de ces collectivités, la deuxième modalité d'action, ça a été un soutien aussi financier. Il y a eu un soutien fort aux restaurateurs, il y a eu un soutien, aux familles les plus défavorisées aussi parce qu'effectivement, bah, quand on envoie son enfant à la cantine tous les jours, pour presque rien et que d'un coup on se retrouve à la maison à faire à manger 3 fois par jour, enfin voilà, c'est des coûts supplémentaires. Donc il y a eu ce soutien-là et au final, ça aussi, c'est quelque chose qui certainement aura des conséquences parce que, peut-être que les restaurateurs qui étaient pas non plus très habitués, notamment les restaurateurs commerciaux, à construire, des filières locales ou les GMS qui étaient pas non plus, toujours très habitués à ça, vont, aller vers plus de liens avec les producteurs locaux et avec leur territoire. Et enfin, la dernière modalité d'action, je pense qu'on en parlera après, c'est toute la réflexion qui se conduit aujourd'hui sur comment est-ce qu'on pérennise, finalement tout ça? Et comment est-ce qu'on le pérennise dans le sens finalement d'une plus grande durabilité et d'une plus grande résilience? Parce que, bah, on n'est pas sûr que ça recommence pas. Donc, on peut imaginer qu'à l'automne, bah, ça recommence. On peut imaginer que d'autres crises, arrivent. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un réseau d'innovation, enfin vous en avez parlé aussi, hein, il y a beaucoup d'innovations qui se sont mis en place et il y a beaucoup d'apprentissages qui se sont faits très vite et ces apprentissages-là, il faut penser à les pérenniser.
Ok, merci Carole. Bon, tu Je introduis t'entends un pas, peu Mathieu. les discussions sur le monde d'après, mais bon, effectivement, c'est très Oui, difficile. Ah, vous m'entendez? Oui, ok. Tu ouais, ça coupe un introduis peu. déjà un peu la discussion sur le monde d'après, mais effectivement, c'est, euh, c'est déjà une réponse. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Moi, je t'entends. Oui? Oui, Oui, Ok. Oui. Par on contre, je vous t'entend. entends pas, Monsieur Chola. Donc, Mm, pour mm. terminer sur ce bilan, donc je vais passer la parole à Mathieu Brun. Est-ce que Mathieu, bon, tu n'es plus visible avec ta vidéo, mais est-ce que tu peux quand même intervenir et prendre la parole sur la question, en fait, Est-ce que vous m'entendez? bah, C'est surtout ça on la a grande parlé là du question. local, mais malgré tout, il y a, oui, on Oui. t'entend. Donc la question qui se pose aussi, c'est sur les relations à l'international. Et donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec Monsieur Chola. Il y a une question dans la discussion publique qui parle aussi de certains comportements dans des pays qui ont arrêté des échanges avec leurs partenaires. Donc, quels sont les changements qu'on peut voir et les rapports qu'on a au niveau international? Bien, Mathieu, tu bonjour m'entends? à Je sais toutes et pas. bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, je vais continuer à parler. On vous entend. C'est bon, on t'entend. On entend. On m'entend très bien. En fait, ouais, merci beaucoup. Je voudrais commencer par rappeler finalement quelque chose d'assez banal, mais qui me semble assez important. C'est que l'alimentation, elle est importante en tout temps. En fait, effectivement, on l'a redécouvert avec l'épisode de la crise sanitaire, mais que l'alimentation, elle est au cœur de notre quotidien et finalement, on a presque redécouvert qu'on mange 3 fois par jour et qu'il faut des produits, accéder à une diversité, à une grande variété de différents produits, surtout avec la croissance des villes et la diversification alimentaire. Finalement, on veut manger la planète et on veut voir le monde dans son assiette, ce qui donc nous oblige, nous pousse à échanger avec le reste du monde. Alors en France, les exemples qui ont été rappelés par Monsieur Chola ou par Monsieur Chausson avec la coopérative Sodial montre combien finalement l'agriculture française a été au rendez-vous des attentes des Français. Alors oui, il y a pu y avoir des ruptures, la farine en est un bon exemple, ou certains produits céréaliers, mais la crise a démontré la capacité des agriculteurs français à être au rendez-vous et à absorber des chocs. Alors faut le dire, les agriculteurs français ont l'habitude d'encaisser ces chocs entre les chocs climatiques, les chocs économiques. Donc ils ont réussi finalement à absorber ces chocs et à être résilients, alors que d'autres secteurs ont vu des vraies difficultés. Hein. La pêche, par exemple, on n'en a pas parlé, mais d'autres secteurs ont été rappelés par Monsieur Chausson. Donc toutes les filières ont été mobilisées et je pense que c'est très important parce qu'on parle beaucoup de céréales et du lait aujourd'hui, mais pensons aussi au secteur du sucre, dont les producteurs et les industriels se sont mobilisés, ont réorienté leur production pour produire notamment du gel hydroalcoolique au moment où on en avait particulièrement besoin en France. Donc ça nous apprend finalement que du bon fonctionnement de notre agriculture dépend aussi la stabilité du pays et donc de son approvisionnement alimentaire. Finalement, cette force et cette résilience, elle est le produit d'une longue tradition de soutien, d'aide, d'investissement que certains trouvent de moins en moins importante. Mais cette résilience, elle se construit dans la durée en permettant aussi de l'innovation, des performances, de la compétitivité et surtout des revenus, c'est-à-dire de la rentabilité pour les acteurs. Alors, par rapport à ce que tu soulignais, Mathieu, tous les pays n'ont pas ces mêmes garanties de stabilité, de diversité et de qualité que ce qu'on peut trouver en France. Hein. Certains pays ont vu leur système alimentaire parfois dérailler. Dans beaucoup de pays, on a eu plus peur de mourir de faim que de mourir de la maladie, mourir de la pénurie. Hein. Et la crise du Covid-19, elle rappelle donc que l'alimentation, elle reste indispensable, surtout à une heure où près d'1 milliard d'individus sont confinés. Et ça, c'est du jamais vu. Donc ça rappelle que partout, en tout temps, la question alimentaire, elle est stratégique, car les échanges sont une réalité structurelle du paysage agricole et alimentaire, on pourra y revenir par la suite, mais partout et à toutes les échelles, on a besoin de rapprocher l'offre de la demande, que ce soit à l'échelle d'une région, d'un groupe de pays ou même à l'échelle du monde. On a besoin de déplacer la production, parce qu'ici, on veut consommer le monde et ailleurs, on n'a pas les capacités à produire suffisamment
pour une population qui est d'ailleurs en croissance. Alors, s'agissant des marchés alimentaires mondiaux, ils sont caractérisés par la sensibilité au choc climatique, au choc économique, aux évolutions d'autres matières premières comme le pétrole, mais aussi aux décisions politiques. Et c'est là où finalement on a vu poindre beaucoup d'incertitudes de la part de grands pays importateurs de denrées alimentaires comme de riz, de blé ou d'autres. Hein. L'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il fallait être vigilant pour ne pas voir le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire croître encore. Donc oui, il y a eu un ralentissement du commerce mondial, mais ce ralentissement, il est dû aux enjeux logistiques. D'abord, on a vu beaucoup de ports, du personnel, des chargements qui ont dû se faire plus lentement parce que il fallait aussi des rotations, éviter que, enfin, respecter les mesures de distanciation physique. Hein, et ça, je pense qu'il faut le rappeler, c'est que le riz ou le blé, de même que les produits laitiers, ne voyagent pas seuls. Hein. Il faut qu'il y ait derrière tout un artifice, des infrastructures, un ensemble d'acteurs qui participent à ces échanges, sans compter bien sûr les décisions politiques qui ont pu restreindre les échanges, rappelant une fois de plus que pour de nombreux pays, la stabilité alimentaire est gage de stabilité politique. Donc on a vu des grands pays producteurs de riz notamment ou de blé dire on va faire un embargo, fermer nos frontières pour éviter donc qu'il y ait des achats et qu'on ne puisse pas répondre à la demande. Alors ces comportements de certains États, ils se font en dehors des cadres du commerce, des accords classiques, et ils ont pu mettre à mal, et peut-être vont mettre à mal demain, le système alimentaire mondial, surtout si les récoltes sont plus faibles. Alors juste peut-être deux mots pour rebondir aussi sur ce qui a été dit auparavant par Carole notamment sur le rapport entre société et agriculteurs. Finalement, avant la crise du Covid, on parlait beaucoup d'agribashing. On avait donc tout un discours qui visait à mettre en doute, mettre en cause la production agricole, les systèmes alimentaires français. Et donc ce rapport entre société et agriculteurs, finalement, on peut le voir changer. Hein. Monsieur Chola a rappelé la connexion qu'il y avait, qu'on a redécouvert entre agriculteurs, consommateurs, entre transformateurs. Alors, est-ce que c'est la fin de l'agribashing? Ça, je ne sais pas. Hein. Il faut rester prudent sur la trace que va laisser dans les mémoires et les pratiques de chacun cet épisode sanitaire et ce confinement. Mais on voit quand même un changement de vision à un moment où les agriculteurs ont répondu présent. On a peut-être réesquissé ou redéfini ce lien entre consommateurs et agriculteurs. On a revu à notre table dans notre assiette le producteur, l'agriculteur et l'agricultrice. Donc finalement, avant, on avait un peu peur d'être empoisonné, mais maintenant, c'est plutôt de manquer. C'est un peu caricatural, vous me direz, mais on est passé du risque sanitaire au risque de pénurie, avec probablement des changements qui vont persister. Peut-être si j'ai encore 2-3 minutes, n'hésite pas à me couper, Mathieu, comme il y a un décalage. Ok, merci. Peut-être aussi rappeler que cette crise sanitaire du ou de la Covid a révélé aussi des risques et des vulnérabilités, bien entendu, de nos systèmes alimentaires, mais aussi des tendances qui étaient présentes et qui se sont accélérées. Carole en a mentionné quelques-unes, mais on le voit bien aussi comment est-ce qu'on a une forme d'archipélisation de nos systèmes alimentaires avec d'un côté des inégalités très fortes et donc des risques de précarité alimentaire. Hein. Les statistiques, les chiffres sont assez édifiants sur le nombre de personnes, 8 millions de Français qui auraient besoin d'aide alimentaire. Et on le voit bien, les banques alimentaires, que ce soit en France, dans d'autres pays européens, sont sursollicités. Et dans le même temps, pour celles et ceux qui utilisent les réseaux sociaux, on voit aussi comment les Français se sont mis en musique, se sont mis en scène dans la réappropriation de la cuisine avec un côté ludique hein, qui a aussi entraîné des ruptures de stock sur de la levure et qui finalement conduit aussi à de nouvelles attentes. Alors ces nouvelles attentes, c'est d'abord consommer mieux avec l'interaction entre santé et alimentation. C'est aussi le consommer local avec toutes les questions qui sont derrière avec la progression des circuits de proximité, hein, la baisse des achats en grande surface, plus par peur du contact et de l'épidémie que par remise en cause du modèle, mais c'est aussi la question du consommer français, avec derrière la grande incertitude qui est le consentement à payer plus cher. Alors on voit aussi une forme de digitalisation du quotidien avec le télétravail. On est tous sur Zoom, sur Teams ou ici sur une autre plateforme de discussion. Le commerce alimentaire est aussi concerné hein, avec le e-commerce et la livraison. On voit aussi les limites de la vie en ville
dans les mégapoles qui sont de plus en plus difficiles à vivre avec l'attrait pour la campagne. Bref, de nombreux éléments qui, à court terme et à long terme, auront des impacts sur l'alimentation et l'agriculture, d'autant plus que la crise économique et les risques de contraction économique et de récession sont devant nous. Alors, est-ce qu'on aura une vraie révolution? Est-ce que le Covid va être ce que certains appellent un game changer qui va vraiment changer les règles du jeu? Ou alors est-ce qu'on va voir un retour à l'ancien monde? Ça reste encore à voir et à discuter. Donc, ça te fait déjà une bonne transition pour la suite de la discussion. Effectivement, merci Mathieu. Donc, comme tu l'as dit, toutes ces questions, elles sont très importantes et donc elles, on peut avoir un point de vue optimiste et espérer qu'il y aurait des changements majeurs ou supposer que le monde d'après sera finalement un retour au monde d'avant. Donc, c'est le deuxième moment que je vous propose d'initier dès maintenant. Avec un élément que tu as dit aussi, Mathieu, c'est que dans certains pays, on avait plus peur des pénuries que du ou de la Covid. C'est vrai, mais il n'y a pas que dans d'autres pays. On a aussi entendu en France le président de la République avoir une citation déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Donc, ça pose la question de la souveraineté alimentaire. Et donc, par rapport à cette déclaration du président de la République il y a quelques semaines, euh, par exemple, pour Monsieur Chausson à Sodial, ben, comment est-ce que vous considérez qu'effectivement on a délocalisé notre alimentation? Et est-ce que vous pensez qu'une relocalisation serait possible, souhaitable, ou les deux? Ouais. Alors moi, je vais parler donc au nom de Sodial, qui est une coopérative. Et j'ai envie de dire que la coopérative, dans son ADN, elle porte la notion de territoire, de localisation. Une coopérative, on a souvent l'habitude de le dire, c'est pas délocalisable, c'est pas opéable. Enfin, c'est le prolongement des exploitations laitières. Donc, nous, la notion de souveraineté alimentaire, la notion de relocalisation ou de localisation de la production, on est évidemment pour. C'est notre, j'ai envie de dire, c'est notre quotidien. Après, faut faire attention de mon point de vue, avec les concepts et avec les mots. Hein. On est une industrie agricole au sens large en France très exportatrice. Hein. Pour le lait, je connais pas forcément tous les autres chiffres par ailleurs, mais pour le lait, je les connais bien. On exporte pratiquement 40% de la production laitière française, 30% en Europe et 10% dans les pays tiers. Et dans le même temps, on importe 30% des besoins laitiers français, principalement des pays européens. Donc on est un marché totalement interconnecté. La construction européenne est quand même très fortement basée sur le marché unique. Si on touche à ces concepts-là, on risque d'affaiblir quand même beaucoup de concepts politiques. Donc, moi, je suis assez vigilant sur le terme de souveraineté alimentaire. Ça ne me paraît pas cohérent avec la notion d'Europe telle qu'elle est aujourd'hui sur la table. Après, ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas un goût des consommateurs pour le local, qu'il n'y a pas un goût des consommateurs pour les circuits courts, mais je crois que ça a été bien mentionné par les différents intervenants. Hein. La consommation, d'une manière générale, elle n'est pas unique. Hein. Il y a effectivement des gens qui sont très, très pour les circuits courts. Et puis, à l'autre bout, vous avez ce qu'on appelle le fond de rayon. Et le fond de rayon, ça nourrit plus de 15 millions de personnes en France. Et c'est souvent du prix. Donc, voilà, ce goût du local va rester. Et c'est clair qu'encore une fois, nous, la coopérative, on est complètement sur ce thème-là. Mais il va rester pour une partie de la population. Et voilà, je résume mon propos en disant la souveraineté est un terme avec lequel je pense il faut faire attention. Ok, merci. Monsieur Chola, de votre côté, est-ce que c'est les mêmes réalités ou est-ce que c'est un peu différent dans votre secteur autour des céréales et de la production animale, enfin de l'alimentation pour les animaux? Alors, au niveau de l'alimentation pour les animaux, comme la farine, comme les céréales, c'est quand même, on est plus exportateur qu'importateur.
mais pas pour les produits transformés, hein. Tout ce qui est tout ce qui peut être volaille, tous ces produits-là sont quand même aujourd'hui énormément importés par rapport à un problème de prix. Donc l'appel à la souveraineté, mais je suis un peu d'accord avec ce Chausson, c'est que c'est des belles paroles, mais il ne faut pas oublier l'exportation. L'exportation, c'est un moyen de rayonner à travers le monde aujourd'hui et de couvrir les besoins. Donc, on est tout à fait d'accord pour la souveraineté, mais c'est surtout, on exige de l'agriculture française de produire de manière plus saine, donc avec un coût un peu plus élevé, un coût social plus élevé, et il faut en payer le juste prix. Donc l'appel à la souveraineté, si ça peut faire une bonne image de l'agriculture française pour faire comprendre aux gens que le budget de la nourriture doit être revu un peu à la hausse pour permettre à l'agriculture française de travailler, je pense que ce serait une belle chose. Après, on aura un vrai besoin et on peut être en manque. On est aussi sur l'activité légumes et fruits par rapport aux intrants qu'on va vendre. On a une vraie problématique sur certains du troisième circuit. C'est le circuit industriel nord de la France et légumes, on sait bien faire. Les circuits courts, on est en Rhône-Alpes, on est vraiment, Auvergne-Rhône-Alpes, on est vraiment très bien. Par contre, il manque le circuit qui est intermédiaire pour les supermarchés dans les volumes. Être capable de livrer en supermarché des légumes frais, j'entends, ou des fruits frais, où là, ça pose un souci et de prix, mais aussi un souci peut-être de volume qui sont relocalisés. On est sur Rhône-Alpes, on est un importateur net de légumes. Il faut peut-être remettre en place des infrastructures, remettre en place la culture de certains produits et produire ce que les gens ont besoin, mais n'oublions surtout pas l'exportation. C'est un besoin quand même pour faire tourner l'agriculture française et c'est un besoin de l'image de marque. Après, on aura un vrai défi de production, mais ça, l'agriculture est capable de le relever. Un défi qu'on a pu voir sur la farine sachet, d'ensachage et de logistique. Et ça, il faut le mettre en place, il ne faut pas le casser. Ça existait, ça a été tout cassé pour acheter toujours moins cher. Aujourd'hui, il faudra le recréer, il faut le mettre en place d'une manière intéressante. Mais la souveraineté, les grands appels lorsqu'il y a une crise, doivent être suivis d'effets par la suite et il faut que la population se rappelle que l'agriculture française était présente à ce moment-là. Après, nous, on est une entreprise familiale, mais on n'est pas délocalisable non plus et on est vraiment très ancré dans notre territoire. Ok, merci pour vos réponses. Par rapport aux défis de production hein, qui ont déjà été évoqués, on n'a pas encore abordé la question environnementale, qui fait aussi partie des questions posées par les consommateurs, ou du moins une attente qu'on peut voir de leur part avec leur recherche d'un produit local, d'un produit un peu moins transformé, essayer de retrouver de la naturalité. Il y a une question, ou du moins un commentaire dans la discussion publique qui évoque les abeilles, et notamment qui profiteraient peut-être de la crise du Covid-19. Donc, est-ce que vous pensez que cette crise-là peut aussi aboutir à des orientations, sans oublier l'agribashing qui touche aussi beaucoup à ces questions environnementales? Est-ce que vous, Monsieur Chausson ou Monsieur Cholat, avez des éléments peut-être prospectifs pour imaginer le monde d'après aussi sur des formes de production plus vertueuses par rapport à l'environnement? Oui, moi je veux bien m'exprimer sur le sujet si vous voulez. En fait, je pense que le Covid va confirmer, la crise Covid va confirmer quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire que la conscience environnementale des citoyens, des consommateurs et des citoyens va grandissante. C'est un fait qui est complètement visible et en tout cas très important pour nous. Et donc, c'est clair que les produits de la coopérative vont complètement évoluer dans les années à venir et complètement essayer de répondre à ces attentes. Et si j'illustre mon propos, on a un certain nombre de priorités aujourd'hui dans le groupe qui vont devenir de plus en plus grandes et la crise Covid va accentuer ces priorités. Pour nous, c'est le réchauffement climatique qui est vraiment en haut d'agenda. Vous savez que les vaches produisent pas mal de gaz à effet de serre, hein, donc c'est un vrai challenge pour nous. Le packaging est un autre sujet qui est de façon aussi très haute dans l'agenda, même si on a vu avec le Covid que
ça a été le retour en force du plastique, hein, quand même. Et donc, il y a un peu de contradiction là-dedans, mais à mon avis, la vague de fond derrière va repartir. Et puis après, effectivement, il y a tout ce qui est Ah, Monsieur Chausson, on vous a perdu. Alors, oui. de production, bien-être animal, bio, dans les circuits. Alors, on vous a perdu. On a juste Pas entendu encore quelques bribes. Vous m'entendez? Allô, Monsieur Chausson? Oui, Oui, on vous a perdu là sur la dernière minute à peu près. Après le packaging et la question du retour en force du plastique, ensuite on vous a un peu perdu. Bon, écoutez, en attendant que Monsieur Chausson revienne, est-ce que Monsieur Chola, vous avez des éléments à apporter Oui. sur cette question environnementale? Alors, nous, on travaille depuis longtemps avec les agriculteurs dans les réseaux Ferme Défi, par exemple. On a posé acte de candidature dans des groupes 30 000 aussi pour faire évoluer, aider l'agriculture. Mais ça ne passe que par un dialogue et on va travailler vraiment en dialogue avec les agriculteurs qui ont une vraie envie de produire d'une manière plus saine parce que c'est aussi leur santé et de trouver les meilleures solutions. Mais ça passe aussi avec un dialogue, les chambres d'agriculture, hein, parce qu'elles sont aussi présentes sur le terrain. C'est tous les gens présents sur le terrain où on peut avoir un dialogue. On ne peut pas avoir la solution tout seul. Il est important de discuter avec l'ISARA aussi, hein, puisqu'on a un dossier leader avec l'ISARA aujourd'hui pour rebâtir les choses. Et c'est intéressant que chacun amène sa pierre à l'édifice pour qu'on fasse changer l'agriculture française. Et l'idée qu'on a, nous, c'est d'avoir une agriculture beaucoup plus saine, un produit sain qui va être sain, qui va être bon et qui va être respectueux de l'environnement. Mais il ne faut pas qu'il coûte beaucoup trop cher parce que le consommateur, il est bien d'accord d'avoir quelque chose de plus sain, de respecter l'environnement, mais si ça coûte beaucoup plus cher, ça pose un problème quand même. Donc il faut quand même qu'on ait une agriculture saine pour tout le monde. Donc il faut qu'on trouve les bonnes solutions. Et nous, aujourd'hui, on n'est plus vendeurs de produits, mais on est vendeurs de solutions. Et il faut qu'on trouve des solutions en ayant toujours une belle observation de la nature, voir ce qu'on peut faire, traiter au bon moment, utiliser les biocontrôles. Et ça, on le met en place dans nos contrats de production en ce qui les concerne, avec l'agriculteur volontaire hein, pour suivre les dossiers, mais jamais d'obligation, vraiment un suivi complet de tout ce qu'on met en place, avec tout ce qu'on apprend par les fermes défis, par rapport à les groupes 30 000, puisqu'on a déposé, j'espère qu'on sera reçu dans ce dossier-là. Et ça, c'est important de bien trouver des éléments. On travaille aussi pour les emmener vers l'HVE, haute valeur environnementale. Ça veut dire c'est vraiment une grosse réflexion pour que, pareil, le dialogue, on ne peut pas dire à un agriculteur, tu fais comme ça et ça va marcher. Il faut qu'il ait envie de le faire, mais ils ont envie de le faire. Le monde agricole a vraiment envie de le faire, était content qu'on ne parle plus d'agribashing, mais qu'on parle en bien d'eux, et ils ont envie de continuer. Donc notre travail, nous, il va consister à trouver les meilleures solutions économiques pour que l'agriculteur, en premier, ait un revenu, mais qui soit aussi acceptable pour le consommateur, pour que l'agriculture française puisse vivre. Il ne faut pas oublier le marché de l'exportation qui doit aller vers l'excellence en ayant un meilleur produit. Mais lorsqu'on est sur un prix mondial, il y a des fois, on n'a pas bien le choix d'être au niveau du prix mondial. Donc, il faut qu'on trouve des meilleures solutions pour que produire de manière plus saine et en défendant l'environnement ne coûte pas forcément beaucoup plus cher parce que c'est l'agriculteur qui ne doit pas en supporter les conséquences. Mais le consommateur doit accepter de payer un peu plus cher. Nos hommes politiques avaient beaucoup de paroles et le mettre un peu dans les faits aujourd'hui, acceptent aujourd'hui, sous certaines conditions, d'avoir des productions quand même plus régionales à partir du moment où on peut apporter autre chose et accepte de payer un prix supérieur dans les choses qui permettent d'avoir une agriculture saine, et équilibrée et rentable pour demain. Merci, Monsieur Chola. Alors, sur cette question très importante hein, de la rémunération qui soit la plus juste possible pour les agriculteurs et le consentement à payer de la part des consommateurs, je voudrais passer la parole à Carole Chazoul, qui, dans le cadre de ses activités de recherche à l'ISARA, a travaillé sur le projet Système alimentaire du milieu, qui
se saisit de ces questions-là, essaie d'apporter des propositions, mais est-ce que finalement, ce qu'on observe, et par rapport aux deux témoignages qu'on vient d'entendre de M. Chausson et de M. Cholat, cette crise de Covid qui accélère, qui redistribue un peu les cartes, est-ce que finalement, elle n'est pas aussi source d'innovation et une opportunité pour mettre en place des systèmes, comme vous avez dit, Monsieur Cholat, un peu intermédiaires qui permettent de reconnecter les opérateurs au niveau régional? Oui, alors c'est effectivement des choses qu'on avait déjà vues. En fait, ces systèmes intermédiaires, on les voit apparaître depuis 4-5 ans, hein, à l'échelle de divers territoires, avec une volonté, en fait, très clairement des opérateurs, mais aussi des acteurs politiques, d'améliorer finalement la souveraineté alimentaire de leur territoire. C'est-à-dire d'arriver à augmenter l la consommation locale, hein, très clairement, donc ce qui se mange sur un territoire et qui vient du territoire ou de ses alentours. Donc clairement, aujourd'hui, dans les grandes villes, on est entre 4 et 8 on va dire. Bon, 8 déjà, c'est beaucoup, mais entre 4 et 6 c'est très peu. Donc effectivement, on voit bien qu'on est, sur une agriculture, mondialisée. C'est quelque chose d'évident qui a tiré, les coûts, et qui a tiré les prix aussi au plus bas, qui a été, qui s'est développé comme ça, qui s'est développé autour de la mondialisation, autour de l'internationalisation des échanges. Ce mouvement-là, il existe, il va continuer quoi qu'il arrive, Covid, pas Covid, c'est évident. Mais moi, je suis quand même persuadée que, ce qu'on avait déjà vu avant, c'est-à-dire la mise en place de ces systèmes un peu intermédiaires, alors qu'on a appelé SIAM, hein, pour système alimentaire du milieu. Pourquoi milieu? C'est une référence à des travaux américains, qui ont étudié, des fermes aux États-Unis qui sont, ni trop grosses, enfin pas assez grosses pour être dans le système conventionnel, on va dire, et pas assez petites pour être juste sur du local. Donc, qui ont cherché en fait pour survivre à développer des modes de commercialisation qui étaient un peu innovants, notamment avec internet, donc autour de coopératives, hein, qui pour nous à l'échelle française sont des grosses coopératives, mais aux États-Unis sont plutôt des coopératives moyennes, pour en fait, voilà, trouver des solutions pour que cette agriculture survive. Et donc c'est bien, quelque chose qui est intermédiaire entre 2 modèles. Donc on a importé un peu ce terme en se disant: «Bah, on veut étudier ces choses un peu innovantes, un peu hybrides entre, ce qui est court, vraiment local et qui s'est très, très fortement développé ces dernières années et ce qui est, très, très long». Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qu'on trouve, comme système alimentaire? Qu'est-ce qu'on trouve comme circuit de distribution dans cet entre-deux? Et donc on a conduit un projet de recherche, Mathieu évidemment y est associé, qui a duré 5 ans, qui se termine là, donc on est vraiment sur la fin et pour à la fois comprendre ces modèles, hein, comprendre ce que c'était que ces systèmes du milieu, quelle était la diversité, qu'est-ce qu'on en voyait, qui étaient les opérateurs qui les portaient, qui étaient capables de finalement de structurer ces chaînes alimentaires un peu intermédiaires et puis aussi pour les accompagner vers plus de durabilité, ça a été un peu la deuxième partie du projet, vers plus de durabilité et plus de résilience parce que évidemment avec ces chaînes alimentaires, on est sur quelque chose de très innovant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se passe et ce qui est assez fort dans ces modèles-là, c'est qu'il y a des reconnexions à des échelles territoriales plus courtes entre des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs, voire des consommateurs. Et en fait, pour revenir à la question du consentement à payer du consommateur, le consommateur, il consent à payer quand il comprend ce qu'il mange, c'est-à-dire quand il comprend la valeur du produit qu'il avale. Pendant, les 50 dernières années, en fait, l'agriculture, elle s'est déconnectée de ses transformateurs, elle s'est déconnectée de ses distributeurs et elle s'est déconnectée du consommateur. Du coup, le consommateur a avalé des produits, complètement différents, mais dont il avait finalement assez peu sur lequel il avait assez peu d'informations et pendant longtemps, il y a eu énormément de confiance dans le système agro-industriel parce que c'était un système qui était très sain sur le plan sanitaire, qui apportait une nourriture à profusion, à des prix, défiant toute concurrence. Donc pendant très longtemps, il n'y a eu aucun questionnement et puis les questionnements sont arrivés effectivement autour des problèmes, environnementaux, autour des problèmes de santé aussi, puisqu'il y a eu il y a des problèmes de santé qui sont liés à cette alimentation. Donc tout cela étant, une partie des consommateurs effectivement s'est tournée vers les circuits courts. Mais aujourd'hui,
on a un besoin, en fait, et qui est porté par différents acteurs, hein, d'aller vers une augmentation du volume, en fait, de produits qu'on peut trouver quand on est consommateur et qui viennent de son territoire. Et je pense que ce qui est important vraiment dans ce cadre-là, c'est pour le consommateur, c'est comprendre ce qu'il mange et comprendre finalement avoir plus de transparence et plus d'informations sur le produit. Et à partir du moment où finalement, il se réapproprie le produit, où il a cette prise de conscience de ce qu'il mange et de comment c'est fabriqué, de par qui c'est fabriqué. La question du prix, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais pour une partie de la population, elle va finalement se poser différemment. Et le consommateur peut même accepter de payer un peu plus cher dans ces cas-là, sur des plus gros volumes et des consommateurs qui n'étaient pas non plus forcément très impliqués dans les circuits courts. Parce que ces chaînes, justement, elles rentrent dans des bastions, on peut dire, de l'agro-industrie, c'est-à-dire les grandes surfaces. Les produits arrivent dans ces grandes surfaces. Et si les consommateurs les identifient, comprennent ce qui se passe, enfin, on a eu des cas qu'on a étudiés avec le steak haché 100% du Rouennais, avec la marque Is Here de l'Isère. Donc voilà, si le consommateur comprend ce qui se passe, il a une capacité à se dire, bah là, mon acte d'achat est un acte qui va servir à maintenir un certain nombre finalement d'externalités positives sur le territoire, à maintenir une agriculture. Effectivement, il faut que le contrat qu'on passe à ce moment-là avec l'agriculteur soit un contrat honnête, dans le sens où l'agriculteur ne détruit pas la ressource non plus. C'est-à-dire l'agriculteur ne détruit pas la ressource en eau, il ne détruit pas la ressource sol, il ne détruit pas la ressource air en produisant de façon un peu trop industriel. Donc voilà, c'est tous ces ajustements en fait sur lesquels il faut travailler aujourd'hui, nous les chercheurs, avec les acteurs, parce qu'on a vraiment besoin de travailler avec les acteurs pour travailler ces ajustements et ces reconnexions. C'est-à-dire tous ces liens qui, au fil du temps, se sont perdus à l'échelle des territoires et qui, aujourd'hui, quand ils se refont, permettent finalement beaucoup d'innovation. Ok, merci Carole Je pense qu'on peut dire les pour choses cet comme ça après. éclairage. Et donc, c'est un peu C'est vrai l'objectif que de ça, Siam, en fait, hein. Objectivement, l'objectif de Siam, il s'est trouvé là-dedans, c'est-à-dire notamment dans la partie accompagnement. Comment est-ce qu'on construit ce modèle un peu vertueux de création de valeur, de partage de la valeur. Quelles sont finalement les valeurs qu'on construit dans ces partenariats, les valeurs éthiques, sociétales, qu'on construit dans les partenariats qu'on va mettre en place avec tous les acteurs de la chaîne à des échelles plus régionales, plus locales, mais dans lesquelles finalement l'information, le flux d'information est maintenu jusqu'au consommateur. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé vraiment de construire à l'échelle de ce projet, ça a été de se dire, ben voilà, comment on construit les outils pour arriver à cette résilience de ces systèmes alimentaires. Mais c'est évident, pour moi, c'est évident, et je pense que la plupart des gens qui travaillent sur l'alimentation durable vont dire la même chose que moi, c'est-à-dire que l'alimentation durable, aujourd'hui, c'est une coexistence de modèles. C'est des modèles très courts, des modèles très longs et des modèles intermédiaires, parce qu'on ne pourra pas alimenter un territoire juste avec une production locale, mais enfin, on peut aller un peu au-delà de 4 ou 5 on ne pourra pas non plus faire disparaître les circuits longs, parce que les circuits longs, c'est aussi des opportunités pour les agriculteurs à certains moments, et voilà, enfin, c'est des opportunités pour les opérateurs économiques. Ça nous a aussi apporté beaucoup en termes de diversité alimentaire. Je veux dire, on est une génération, on mange des ananas, des bananes, des mangues. C'était pas la génération de nos parents, donc ça nous a aussi beaucoup apporté. Mais il y a une place, je pense, surtout dans des pays comme les nôtres, pour maintenir quelque chose à ces échelles courtes et intermédiaires, ou pour développer, en tout cas, pour justement soutenir aussi des agriculteurs qui peuvent être dans différents modèles, ou pas forcément que dans un. Et c'est aussi cette ok, diversité qui crée de la valeur et qui permet finalement de gagner de l'argent. Je te laisse. merci Carole. Non, merci pour cet éclairage. Finalement, on se rend compte qu'avec les trois témoignages que vous avez pu apporter, la question de la souveraineté, elle se comprend à différentes échelles, au niveau français, comme le président de la République a pu l'interroger, au niveau territorial, mais aussi au niveau européen. Donc, par rapport à ces différentes échelles, alors Mathieu Brun, si tu es toujours là, Je suis toujours là.
Ok, c'est parfait. Donc, comment on peut essayer de faire combiner et repenser ces différentes échelles de souveraineté au niveau français ou européen? Enfin, quels éclairages tu pourrais apporter à cette question? Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je suis très content de pouvoir réagir un peu aux propos qui ont été faits par François Cocciolà, Carole Chazoul et Frédéric Chausson, parce que je pense qu'ils ont bien aussi cadré disons le produit de la réflexion qui est autour de cette coexistence de modèles. Et quand on interroge la souveraineté alimentaire ou ce concept qu'on a vu émerger à la faveur de la crise sanitaire, finalement, on peut aussi faire quelques commentaires. Du coup, je voudrais quand même rappeler qu'au-delà du vocabulaire guerrier, hein, Guillaume parlait de grande armée d'agriculture française, les mots du président de la République également. On peut faire on peut donner quelques perspectives qui sont qui sont pas que sémantiques, parce que il faut pas confondre, je crois, souveraineté stratégique, souveraineté alimentaire avec l'autonomie, quand il est synonyme de repli sur soi. Hein, puisque la souveraineté correspond avant tout à la maîtrise de ses choix, à notre capacité, ou plutôt à celle de la puissance publique française, mais aussi des consommateurs finalement, français ou européens, de choisir les formes de dépendance, mais aussi de choisir les formes d'indépendance stratégique, puisque cette souveraineté, elle est essentielle pour assurer la sécurité collective, et l'épisode sanitaire nous l'a rappelé. Donc je pense qu'il faut le redire, comme Carole l'a souligné, ou les autres intervenants, malgré les grandes forces de l'agriculture française, malgré le fait qu'on a un territoire qui est extrêmement complexe et qui est riche de cette complexité en termes de production agricole dans les différents paysages et les différents écosystèmes, on peut faire mieux, c'est certain. On peut aussi produire ce dont on a besoin en France, parce que le pays a recours aux importations, hein, et ces importations, elles couvrent une part de plus en plus importante de l'alimentation des Français. Alors un fruit et légumes sur deux consommés en France vient de l'extérieur, plus d'un tiers de la consommation de volaille, un quart de la consommation de porc. On a aussi vu apparaître la question dans le chat des protéines, avec la grande incertitude, la grande inconnue et en même temps la grande volonté politique autour de l'autonomie protéique de l'Europe. La question est de savoir si est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui. Donc oui, il faut envisager cette forme de relocalisation, ou plutôt de souveraineté stratégique, mais attention à pas tomber dans certains travers, hein, puisqu'il ne faut pas confondre souveraineté et autosuffisance, puisqu'il y a un risque important à penser la souveraineté comme un repli sur soi. D'abord, un chiffre qu'il faut, je crois, rappeler quand on pense les enjeux de commerce, d'échange. Aujourd'hui, c'est 10% des productions agricoles mondiales qui sont échangées. Et sur l'ensemble du commerce mondial, la part des denrées agricoles alimentaires, elle est aussi de 10%. Et d'ailleurs, l'Union européenne, elle est à la fois le premier importateur et le premier exportateur. Donc l'autosuffisance, elle n'est pas possible sur tous les produits. Carole a mentionné qu'on a envie aussi de manger des ananas, des mangues ou des bananes. Alors heureusement, on a aussi les territoires ultramarins français qui permettent d'approvisionner les marchés français. Mais c'est la même question quand on regarde notre petit déjeuner. Hein, finalement, notre jus d'orange ou notre café, il est assez rarement produit sur le territoire français. Donc, ça aussi demande des changements de consommation de la part des consommateurs français. Mais il en va de même des produits issus de l'agriculture biologique. On en importe une grande partie. Donc ce commerce international, il se fait sur des denrées aussi qui sont stratégiques, hein, comme le riz, le blé ou le maïs, parce qu'ici ici on en produit et là on en manque. Hein. C'est donc un outil, une fois de plus, je le répète, qui est important de la stabilisation du monde et de la géopolitique en temps de crise sanitaire, bien sûr, mais pas uniquement. Hein. Le commerce répond avant tout à une nécessité pour beaucoup. De même, il y a un risque. Également, je pense que si on pense souveraineté et fermeture des frontières, alors on n'est pas à l'abri de s'exposer à des rétorsions de la part d'autres pays. Et dans les échanges de la France avec le reste du monde, ils sont très importants. La souveraineté alimentaire, Monsieur Chola l'a rappelé, elle ne doit pas faire non plus l'impasse sur l'exportation. Et j'ajouterais que la souveraineté alimentaire, si on veut la penser un peu stratégique, elle ne doit pas tourner le dos au voisinage. Hein. C'est ce que Sébastien Habis appelle la souveraineté alimentaire solidaire. On a des voisins qui sont aussi dépendants de leurs importations de denrées alimentaires. Je pense avant tout aux pays arabes de la Méditerranée,
hein, que ce soit l'Égypte ou le Maroc. Alors une tonne sur deux de céréales est aujourd'hui exportée en France, en majeure presque une grande partie pour l'Union européenne, mais aussi pour les pays tiers. Et donc ces pays arabes de la Méditerranée, comme l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, ont aussi besoin de cette solidarité alimentaire. La souveraineté, quand on pense ces échelles, avec la combinaison de multiples systèmes, comme l'a rappelé Carole, la coexistence de différents modèles qui doivent être tous accompagnés de manière équitable et égale, elle se pense avant tout et surtout à l'échelle européenne. Hein, la PAC, le Green Deal avec les récentes annonces de la Commission européenne, elles sont aussi là pour être des échelons de la souveraineté française, de la souveraineté alimentaire stratégique de la France. L'Europe s'est construite sur l'agriculture. L'histoire de l'Union européenne, c'est aussi une histoire agricole et une histoire alimentaire, avec le souvenir des pénuries et des tickets de rationnement après la Seconde Guerre mondiale. On peut encore mettre aussi au cœur de cette reconstruction post-Covid les enjeux alimentaires, hein, d'une politique agricole et une politique alimentaire au service de 500 millions de consommateurs et pas uniquement d'une partie assez réduite d'acteurs, enfin en tout cas d'agriculteurs, en s'engageant donc dans des transitions qui sont nécessaires pour faire face aux enjeux du développement durable. Donc, en plus d'être solidaire, cette souveraineté, elle doit aussi être durable et être au rendez-vous du défi environnemental. Il y a encore des efforts à produire, bien évidemment, hein, mais Frans Timmermans l'a rappelé. On est sur une trajectoire de transformation qu'il faut accélérer. Alors, pour finir, parce qu'on va peut-être aussi laisser la place à des questions ou à des échanges entre nous, pour aller vers plus d'autonomie alimentaire, pour certains qui disent qu'il faut relocaliser, hein, en tout cas pour répondre aux enjeux aussi de développement durable, d'atteindre des objectifs de développement durable, hein, de l'agenda international, bah, il faut des bras, et il faut des moyens. Donc je suis très heureux que Demeter soit aussi lié à la fois aux entreprises françaises et européennes et internationales, mais aussi aux écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement, puisqu'on a besoin de gens, hein, qui travaillent dans l'agriculture. On a bien vu aussi comment l'épisode de Covid avait mis le doigt sur les vulnérabilités en termes de main-d'œuvre. On a, dans le dernier ouvrage qu'on a publié à Demeter, parlé de cet enjeu lié au rôle de la migration dans l'agriculture et l'alimentation européenne. On voit cette dépendance à la main-d'œuvre saisonnière. Donc, comme l'a dit François-Claude Cholat ou Frédéric Chausson, ce monde d'après doit aussi être intensif en savoir, en compétences, en expérience et en expertise. Donc, il faut aussi redonner ce goût au travail dans le secteur agricole et alimentaire, puisqu'on a besoin de tous les acteurs dans cette coexistence de systèmes qui sont particulièrement complexes pour aller dans ce sens, à la fois les écoles, le secteur public, hein, les acteurs publics, les collectivités, on l'a rappelé au début, sont des acteurs majeurs, mais aussi les acteurs privés, le négoce, qui sont tous, qui s'agrègent tous en fait vers ces transitions avec force et volonté dans la direction de la durabilité. Merci Mathieu pour ton éclairage. Donc il nous reste une petite quinzaine de minutes avant la fin de ce webinaire. Donc je propose de piocher dans les quelques questions qu'on a pu voir écrites dans le forum de discussion publique. Il y a quelques témoignages également qui ne sont pas forcément des questions en soi. Il y en a quand même une, question sur les protéines, notamment issues du soja d'Amérique du Sud, qui renvoie un peu à ce qui a déjà été dit précédemment, hein, sur la difficulté d'être complètement autosuffisant ou autonome. On dépend aussi de partenaires qui sont internationaux. Comment on pourrait imaginer une filière locale qui puisse finalement permettre un gain de souveraineté par rapport à cet approvisionnement? Donc, c'est une question qui touche Sodial ou la société Chola. Donc voilà, est-ce qu'il y a des potentialités? Est-ce que ce serait facile à faire ou est-ce que finalement ce serait très compliqué? Alors si, je pense que Sodial n'est pas là forcément, donc je vais répondre sur ce que je crois connaître. Il est possible au niveau agronomique de faire du soja en France. L'évolution des semences font peut-être faire qu'on aura peut-être plus de teneur en huile. On avait un problème de teneur en huile et on avait un problème de protéines, ce qui fait que pour incorporer du soja, on a bossé uniquement par rapport à la protéine. Donc ça revenait un peu plus cher, il faut en mettre davantage. Après, il faut qu'on ait des outils pour extraire l'huile, un maximum de l'huile, pour qu'on n'ait pas de soucis au niveau des animaux qui vont manger ces aliments,
avec du soja trop riche, enfin du tourteau trop riche en huile. Donc, on peut le faire, il faut rebâtir toute une industrie. C'est un peu comme les légumes, c'est-à-dire qu'on a un peu cassé les choses et il faudrait reconstruire. Après, on a peut-être d'autres solutions, de se passer un peu de soja, de mettre d'autres productions, c'est ce qu'on regarde. Tout à l'heure, ça a été dit en partie sur le bien-être animal, donc on cherche toutes les solutions possibles pour se passer un petit peu, si on peut se passer de tourteaux. Alors, on parlait d'Amérique, mais on va parler des tourteaux non OGM qui viennent plutôt d'Inde ou d'autres pays. On peut mettre en place la structure. On sera à des niveaux plus élevés en prix. Alors, tout à l'heure, on disait, je dis jamais plus cher, mais je vais dire au juste prix, c'est-à-dire que ça coûtera un peu plus cher de produire en France, qu'il faut rebâtir des industries, il faut tout rebâtir. On peut le faire, c'est une volonté politique d'investir dedans ou pas. On peut le mettre en place. Mais la production de soja fonctionne, alimentaire fonctionne, soja alimentaire. Le soja fonctionne pour du soja toasté, pour du tourteau. On arrive vraiment à des prix extrêmement importants et difficilement acceptables par les éleveurs. Dans l'état actuel des choses, pour vendre du lait conventionnel, ces choses-là, ça sera plus compliqué. D'accord. Et donc pour lier cette question de l'acceptation de payer plus cher, il y a une question aussi ou une remarque sur une autre forme de communication qui touche à la qualité des produits, qui ne tombe pas seulement sur le prix, ni le label, mais sur la qualité nutritionnelle, gustative, environnementale et sur les formes de coopération qu'on pourrait imaginer entre les acteurs relocalisés. Est-ce que il y a des pistes? Est-ce qu'on a des solutions, du moins des premiers outils qui pourraient être mobilisés dans le futur pour essayer de construire cette autre forme de communication pour essayer de mettre en avant des produits de qualité. Alors peut-être Carole Chazoul aurait des réponses. Vous m'entendez? C'est- Vous m'entendez? Oui, Il y a Monsieur Chausson, oui, on vous entend. oui, Oui, monsieur Chausson, on vous entend. oui, je suis désolé, j'ai perdu la caméra, c'est pas grave. En fait, oui, je voulais juste intervenir pour dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur ces façons de mesurer et de communiquer en ce moment sur la valeur globale des produits. Vous connaissez tous les applications type Yuka qui sont en train de se multiplier à la vitesse grand V, hein. On voit de plus en plus de gens qui scannent les produits dans les rayons. Il y a aussi une initiative là qui est en train d'être pas mal développée qui s'appelle la note globale qui prend tous ces aspects en compte, c'est-à-dire la dimension origine, impact carbone, impact sociétal, impact nutritionnel, etc., pour le transformer en note. Donc, il y a de grosses initiatives et de grosses réflexions sur le sujet en ce moment. J'avoue que pour un industriel comme Sodial, c'est parfois un peu dur à suivre, hein, puisqu'il y a des plateformes digitales ou des initiatives qui se créent pratiquement tous les 6 mois. Mais néanmoins, je voulais témoigner pour dire que c'est un mouvement qui est en cours de façon très importante aujourd'hui. Oui, si je peux juste dire un mot là-dessus, je pense qu'effectivement, le numérique apporte à cette question des solutions et c'est effectivement. Les sociologues ont dit il y a quelques années que l'aliment était devenu un OCNI, c'est-à-dire un objet comestible non identifiable. Je crois qu'on est en train de sortir de ça. C'est-à-dire, je crois qu'on est en train de rentrer dans une ère où les consommateurs ont envie de savoir ce qu'ils mangent et de comprendre quel est l'impact de leur achat sur leur territoire. Et en même temps, je pense que ce mouvement-là, il est de plus en plus puissant, mais je pense qu'on ne peut pas faire reposer la tot la la demande de durabilité uniquement sur le consommateur. C'est-à-dire que si le consommateur doit effectivement cherche à comprendre un peu plus ce qu'il mange, à savoir pourquoi il paye, quels impacts ça a, le politique a aussi un rôle très important à jouer aujourd'hui dans tout ce qui va se passer, dans toutes les transitions qui vont arriver, dans une plus juste rémunération et que, on voit bien dans alors moi nous on l'a surtout étudié dans les systèmes alimentaires du milieu, mais on a bien vu le rôle des acteurs publics dans ces systèmes, dans les nouvelles formes de coopération aussi qui se mettent en place entre les différents acteurs, dans les rencontres que ces acteurs publics peuvent amener à créer, à susciter, pour que finalement les opérateurs comprennent
les contraintes des uns et des autres, de la fourche à la fourchette, et soit capable finalement de les intégrer, d'y réfléchir, de partager un peu mieux la valeur. Donc je pense que c'est finalement 2 mouvements qui sont un peu qu'il faut pousser de façon concomitante. À la fois, effectivement, cette envie du consommateur de comprendre ce qu'il mange et de sortir de cette ère-là où il savait pas vraiment, et cette volonté politique aussi de structurer des choses finalement un peu plus, justes, et qui maintiennent sur son territoire des activités, qui sont, voilà, plus diversifiées, on va dire, en termes de structuration de Merci, filière. Mmh. merci Carole. Alors Mathieu Brun qui me signalait qu'il avait aussi une réaction sur la question précédente. Alors je suis navré de cet Mmh. aller-retour, mais les contraintes Mais techniques en plus, parfois imposent cela. c'est aussi, en fait, je vais plutôt même rebondir à ce que vient de dire Ok, Carole, notamment sur c'est la parfait. question de la cohérence des politiques publiques en montant, entre guillemets, d'une échelle supplémentaire, en disant en rétrécissant l'échelle. Et ce sera deux commentaires très courts, puisqu'on on parle des protéines. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier l'importance de la cohérence des politiques publiques entre les politiques agricoles et les politiques industrielles ou notamment liées à l'export et à l'import, puisque certains accords commerciaux assez récents, on le rappelle dans la publication Le Déméter, dans un chapitre sur les accords, les accords commerciaux, eh bien, ces accords-là ont placé l'Union européenne dans une situation où pour gagner des parts de marché dans l'industrie, les services, l'aéronautique, l'Union européenne ouvrait son secteur agricole à des exportateurs qui sont parmi les plus compétitifs au monde, mais qui ont aussi des modèles de production agricole qui ne respectent pas la dimension de la durabilité. Alors effectivement, quand on dit il ne faut pas que tout repose sur le consommateur, ça je suis complètement d'accord avec ce que a dit Carole, surtout quand on va jusqu'au bout de la transparence et qu'on informe l'origine et les méthodes de production qu'on utilise pour produire ces denrées qui sont beaucoup moins chères. Alors, et pour finir sur cette question-là, finalement, on a au sein de l'Union européenne une arme assez importante qui est l'accès à notre marché intérieur. Et on pourrait aussi avoir des accords de commerce internationaux, des accords de commerce bilatéraux ou multilatéraux, pardon, qui embrassent vraiment cette ambition écologique, cette ambition climatique de la neutralité carbone pour l'Union européenne, sans forcément aller envoyer nos émissions de gaz à effet de serre à l'étranger, d'autant plus que l'agriculture en Europe, elle peut aussi être stockeuse de carbone et donc participer à ces transitions. Mmh. La deuxième chose que je voulais dire très rapidement, puisqu'on parle de protéines, pensons aussi aux protéines qui sont issues de la pêche et de la mer. En matière d'indépendance stratégique, 80% des protéines aquacoles aujourd'hui, elles viennent de l'étranger, alors qu'on a un espace maritime qui est le deuxième, je crois, ou peut-être le premier, en tout cas le deuxième au monde. Donc on a une hyper-dépendance sur ce secteur-là qui est stratégique, avec aussi des filières qui sont à construire et des acteurs à mobiliser pour répondre à cette demande. On t'entend Ok, plus. merci Mathieu. Excusez-moi, le micro était coupé. Est-ce qu'il y a une question qu'on peut prendre encore avant d'arrêter ce webinaire? Je vois que certains sont Si, encore en si train je peux d'écrire. si je peux me permettre une réflexion. Oui, oui, monsieur Chausson, allez-y. Ce que je disais, c'est que ce que je pense, c'est quand même que les agriculteurs sont quand même des défenseurs de la nature. On a parlé beaucoup d'alimentation, mais la biodiversité, il faut la préserver, ils veulent la préserver, donc on va le mettre dans nos productions contractuelles, par exemple, nous. Et il y a une chose qui est importante, c'est le bilan carbone. On a pu voir avec le confinement que, dans le fond, la nature reprenait ses droits, qu'il y avait moins de pollution et que le réchauffement, il fait chaud aujourd'hui, mais le bilan carbone, c'est une chose importante et je pense que les agriculteurs ont un vrai rôle à jouer dans la captation du carbone. Et c'est le travail qu'on doit mettre en place entre comment on peut manger sain et comment on peut capter le carbone produit par l'ensemble de la population pour tous les besoins autres que la nourriture. Donc, je pense que c'est important aussi de bien faire comprendre que l'agriculture a un double rôle, qui est vraiment la partie nourriture et aussi la partie captation de carbone. Et merci, monsieur Chola. Donc, une remarque de Loïc Fayet. Donc, un des enjeux majeurs, c'est d'attirer des bras et des cerveaux en agriculture. Et donc, comment finalement
au-delà de l'agribashing, hein, qui peut être un élément repoussoir, comment on peut essayer de communiquer de façon positive par rapport au métier des filières agricoles et alimentaires? Une grande question, hein. Donc, par exemple, une proposition par des portes ouvertes peut-être dans les entreprises pour voir comment on travaille réellement et pour faire peut-être mieux connaître les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Est-ce que ce serait possible, par exemple, chez vous, Monsieur Chola? Alors, il est possible. Alors, les portes ouvertes sont compliquées quand on est un site classé sous autorisation. Hein, on ne peut pas bien recevoir du public. Par contre, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus tous ensemble sur la communication. Pas que nous, mais l'ensemble des acteurs économiques et des agriculteurs sur une belle communication sur ce qui se fait de bien. Aujourd'hui, on ne parle que du mal. C'est 1% des gens parlent en mal et on n'entend que ça. Je pense que les 99 autres pourcents devraient parler des choses bien qui se produisent en agriculture. Ça se fait avec Passion Céréales, il se fait plein de choses un peu de partout. Je pense que c'est important qu'on parle haut et fort de ce qu'on fait, de ce que font les agriculteurs en bien. Pas forcément se battre contre les gens, mais d'annoncer qu'on fait des choses chouettes et bien dans toutes ces démarches-là. Les groupes 30 000, par exemple, ou leaders, si on va vers jusqu'à la population à expliquer la démarche vis-à-vis des hommes politiques, ça devrait aller. Et il faut que les hommes politiques aussi parlent bien de l'agriculture, tous. D'accord, merci Monsieur Chola. Peut-être une réaction de Mathieu Brun et puis la dernière réaction puisqu'on arrive au bout de ce webinaire déjà. Donc Mathieu, à toi. Merci, ouais, merci Mathieu. En fait, je voulais juste réagir assez rapidement à cette question qui me semble essentielle, d'autant plus qu'à Déméter, on essaye aussi de reconnecter les mondes académiques, universitaires avec les mondes agricoles, la société avec les mondes agricoles autant que faire se peut. Mais finalement, au-delà du récit agribashing, on a vraiment besoin de canaliser les bonnes volontés dans ce que certains appellent cet agri-boosting, en fait, ce besoin d'avoir un nouveau récit, de plus être en opposition frontale, mais un nouveau récit, une nouvelle manière de se raconter auprès du public. Alors, bien évidemment, en fait, on demande à des agriculteurs qui sont extrêmement compétents sur leur métier d'avoir aussi une nouvelle corde à leur acte, celui du communicant, d'accueillir, de voir, d'entendre, de discuter, etc. Donc, ce sont aussi des compétences qu'il faut acquérir. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de réentendre à nouveau les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation parce que c'est un secteur qui est porteur. On le voit bien avec la crise du Covid en termes d'emploi, de rémunération, d'installation partout en France pour ceux qui veulent être en ville, à la campagne, etc. Bref, on a aussi des besoins de compétences nouvelles dans le secteur agricole et agroalimentaire et je pense que tout le monde peut trouver sa place, mais il faut permettre ce nouveau récit, cette nouvelle vision un peu renouvelée du secteur. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour vos interventions et pour la teneur de cette discussion. Monsieur Chausson, oui? Non? Non, c'est Henri Niguet, là. Ah oui, Henri Niguet, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai écouté avec intérêt tout le webinaire, c'était très intéressant. On a beaucoup parlé de communication positive et de lutte contre l'agribashing ou le foodbashing. Je voulais simplement rappeler que le 14 novembre 2019, à l'Agrapole, on avait le forum Food Attitude qui est là justement pour ça, pour lutter contre le foodbashing et l'agribashing. Donc, j'espère que avec la crise Covid, on a bien vu que les gens avaient un nouveau regard sur l'agriculture et l'alimentation. On va se réunir à nouveau. On a fait un débriefing de Food Attitude avec toute l'équipe organisatrice et Elisara était très partie prenante. Et au dernier débriefing, Pascal Desamet était présent. Donc, l'objectif, il est de poursuivre Food Attitude et de continuer à œuvrer pour améliorer l'image de l'agriculture, mais également de l'industrie agroalimentaire. Donc, on a parlé au niveau de l'ARIA des circuits courts agro-industriels. Il y a les SIAM, les systèmes alimentaires du milieu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et qu'il faut faire connaître à la population pour rehausser l'image du monde agricole et agroalimentaire. Et à ma connaissance, notre forum Food Attitude, qui s'est tenu grâce à l'ISARA, à l'ARIA, à COP de France
au pôle agroalimentaire Loire, etc., et beaucoup d'autres partenaires. On souhaite le prolonger. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour rehausser cette image-là. Mais bon, il faut tous se prendre par la main, travailler ensemble, qu'il n'y ait pas de querelle de clocher aussi. Il faut que toutes les interprofessions soient associées. Il y a de la place pour tout le monde pour changer cette image. Et au Forum Food Attitude du 14 novembre l'année dernière, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a eu de très belles interventions qui montraient notamment des sites internet de certaines entreprises qui montrent que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de systèmes agricoles sont vraiment dans le développement durable, l'agroécologie, etc. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Henri pour cette intervention. Donc, ça fait office de belle conclusion. Donc, je voulais remercier les 4 intervenants hein, pour leurs apports à cet échange. Je voulais aussi remercier l'ensemble de ceux qui nous ont écoutés pour leurs commentaires, leurs réactions sur le forum de discussion publique qui ont été pour moi, m'ont bien aidé à rebondir et à poser des questions. Donc, merci à vous hein, pour votre rapport proactif. Et bon, il n'y a pas le pot de l'amitié hein, pour terminer comme on le fait d'habitude. Mais bon, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je voudrais remercier à nouveau le Club Déméter hein, qui a l'initiative de ce webinaire. Je voulais aussi remercier à nouveau Perrine Vandenbroek hein, qui a stabilisé avec nos collègues de l'ISARA la bonne tenue de ce webinaire malgré quelques bugs que j'ai pu voir dans le forum de discussion publique. Donc, on s'excuse aussi pour les difficultés de connexion que vous avez pu rencontrer. En tout cas, ça a été enregistré. Donc, pour ceux qui auront raté éventuellement certaines parties des échanges, certainement, vous pourrez retrouver l'enregistrement très bientôt. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.